Voilà, la nouvelle est tombée cet après-midi. Un réaménagement du gouvernement est intervenu. Aucun départ, mais des ministres ont changé de portefeuille et de responsabilité. Sécurité des populations, les forces de sécurité et de défense investissent le terrain. Une patrouille de grande envergure a sillonné hier soir les 6 communes du district de Bamako. Plus de 300 agents ont été mobilisés. Samedi 22 juillet, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Un journal que nous ouvrons avec le réaménagement dans l'attelage du gouvernement Django Sissoko, et cela à 1 mois de l'élection présidentielle du 28 juillet. Nyanya Aliou Traoré est avec moi sur ce plateau. Bonsoir. Nyanya, tâche vous revient de lire ce décret portant nomination des membres du gouvernement à compter de ce jour. Tout à fait. Merci à oui. Décret numéro 23536 PRM du portant nomination des membres du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 22708 PRM du 11 décembre 2012 portant nomination du Premier ministre. Sur proposition du Premier ministre, décrète article 1er sont nommés membres du gouvernement en qualité de ministre de l'économie et de l'action humanitaire Mamadou Namori Traoré, ministre de la Défense et des anciens combattants, général Yamoussa Kamara, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tchéman Hubert Koulibaly, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, colonel Moussa Senko Koulibaly, ministre des Finances, Abdelkarim Konaté, ministre du Commerce et de l'Industrie, Tchénan Koulibaly, ministre des Mines, Amadou Babassi, ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Bokar Moussa Diarra, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Messaoud Ould Mohamed Labib, ministre du Travail, de la Fonction publique et des Relations avec les institutions, Maître Demba Traoré, ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, Général Tchefin Konaté, ministre de l'Agriculture, Baba Berté, ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Malik Koulibaly, ministre de l'Équipement et des Transports, colonel Abdoulaye Koumari, ministre de la Santé, Soumana Makadji, ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Yeya Ag Mohamed Ali, ministre du Logement, de l'Urbanisme et des Affaires foncières, David Sagara, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Dr Diallo Dejamaman Katra, ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies, Brahima Tolo, ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant, Madame Alouata Ishata Saï, ministre de l'Énergie et de l'Eau, Makan Aliou Tunkara, ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, Ousmane Ag Rissa, ministre de la Jeunesse et des Sports, Ameifoune Mahalmadan, ministre du Développement social, de la Solidarité et des Personnes âgées, Mamadou Sidibé, ministre de l'Élevage et de la Pêche, Madame Djane Mariam Kone, ministre des Affaires religieuses et du culte, Dr Yakouba Traoré, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Manga Dambélé, ministre de la Culture, Bruno Maïga, ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine, Marempa Samoura, ministre délégué auprès du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, chargé de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, Abdourahmane Oumarou Touré. Article 2. Le présent décret est enregistré et publié au journal officiel.
Voilà ce qu'on pouvait retenir de ce réaménagement du gouvernement à Ouittouré. Merci Nyanya Aliou Traoré. Le réaménagement technique du gouvernement, il faut le signaler, est le premier du genre depuis la mise en place du cabinet dirigé par Django Sissoko, qui a changé de poste, qui reste à sa place. Des éléments de réponse avec Boubacar Touré. Le gouvernement Django 2 reste le même. Pas de départ ni de nouveaux entrants. Les 30 ministres restent toujours dans le nouvel attelage gouvernemental qui a été techniquement réaménagé. Ainsi, les ministères clés de la défense et des anciens combattants, des affaires étrangères et de la coopération internationale et de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire restent inchangés. Par contre, le premier changement concerne le département de l'économie qui prend en charge désormais l'action humanitaire. En occupant ce poste clé, Mamadou Namori Traoré devient ainsi la deuxième personnalité du gouvernement. Ce planificateur, doublé d'une grande expérience en coopération internationale, aura la lourde tâche d'assurer une meilleure traçabilité des aides des pays donateurs du Mali. Le développement social est donc amputé du volet action humanitaire, mais le département reste et retrouve même son appellation ancienne de ministère du développement social, de la solidarité et des personnes âgées, dirigé par M. Mamadou Sidibé, qui ne change pas de poste. Le ministère de l'économie se sépare donc des finances qui devient une entité à part entière. Il sera désormais dirigé par Abdelkarim Konaté, lui-même remplacé au ministère du commerce et de l'industrie par Tchenan Koulibaly. À noter donc la disparition du ministère délégué chargé du budget, mais l'ancien ministre délégué, Marin Passamoura, retrouve un département plein. Il remplace Demba Traoré au ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Celui-ci occupe désormais le département du travail, de la fonction publique chargé des relations avec les institutions. En dehors de ce léger réaménagement, tous les autres ministres gardent leur portefeuille. L'accord de Ouagadougou, on en parle encore aujourd'hui. La classe politique est allée à la rencontre du président de la République par intérim. Et c'était les partis politiques Myria et URD d'être reçus. Les deux formations ont elles aussi réaffirmé leur soutien à l'accord préliminaire de Ouagadougou. Mohamed Jara, compte rendu. Pour le parti Union pour la démocratie et le développement UDD, le dialogue est un passage nécessaire pour la sortie de crise. L'accord préliminaire de Ouagadougou s'annonce donc pour l'UDD comme une avancée vers la normalité constitutionnelle. Le dialogue résout beaucoup de problèmes. Ceux-là qui ont leurs enfants au front, ceux-là qui ont leur mari au front, ceux-là qui ont leur papa au front. Aujourd'hui, on ne peut pas leur dire qu'il ne faut pas dialoguer. Donc le dialogue est nécessaire et le dialogue est séculaire au Mali. La délégation de Myria, conduite par son président, a échangé avec le président Django Traoré sur le dernier développement de la situation au Mali. Pour le Myria, la vigilance doit être mise quant à l'application de l'accord. En tant qu'accord préliminaire permettant de faire un pas en avant vers la libération totale de notre pays, le recouvrement de notre souveraineté nationale, c'est un pas à prendre en compte. Mais nous avons l'expérience dans le cadre de la lutte. Quand des dispositions comme ça sont prises, il est très bon de rester très vigilant. La série de consultations enclenchées par le président de la République par intérim vise à parvenir à l'organisation d'élections crédibles. La page élection de ce journal, une mission de la délégation générale aux élections est à Tombouctou pour renforcer les commissions d'établissement des listes électorales sur place. Elle est également appelée à appuyer ces commissions par rapport à la radiation des électeurs décédés et de procéder au transfert de ceux qui ne sont pas enrôlés dans la région de Tombouctou où nous retrouvons Adama Djimdi. À moins d'une semaine de la fin des travaux des commissions d'établissement des listes électorales, à Tombouctou, l'on se bouscule pour remplir les formalités. C'est dans ce contexte que la Direction générale aux élections DGE vient d'envoyer sur place une équipe de 5 membres. Nous sommes là envoyés par la DGE dans le cadre d'appuyer la commission électorale sur place, dans les cas de transfert, et puis les radiations et les cas de décès pour les gens qui sont décédés. L'arrivée de cette mission a été salutaire pour l'avancement des travaux. Avec ces jeunes, on procède au transfert et ils font sortir directement la carte NINA avec les numéros
d'identification. Ces jeunes sont là avec des ordinateurs portables qui contiennent chacun tous les fichiers électoraux du Mali. L'ensemble de ces activités sont menées conformément à la loi électorale et en présence de la CENI locale. Nous sommes impliqués à toutes les étapes. Chaque décision prise, nous recevons ampliation et nous sommes informés à temps. S'agissant des déplacés qui sont en nombre, des mesures sont déjà prises pour le vote de ces derniers. D'abord, s'ils sont arrivés au niveau de la commune du cercle de Tombouctou, ils peuvent retirer au besoin leur carte au niveau de ces communes. Mais si c'est trouvé qu'ils sont empêchés pour d'autres motifs, ils peuvent par système de procuration faire en sorte que rentrer en possession de leur carte Nina. C'est dire qu'à Tombouctou, les choses vont bon train quant à l'organisation des présidentielles du mois prochain. Activité des partis politiques, le Parti Union pour la République et la démocratie a tenu sa conférence régionale statutaire du district de Bamako. Les travaux ont regroupé tous les cadres des 6 sections du district, les responsables des mouvements des femmes et des jeunes, les députés et les conseillers nationaux. Nando Dambélé, le point. Statutaire, ces assises de la coordination des sections URD du district de Bamako se tiennent dans un contexte particulier pour le pays en général et pour le parti de la poignée de main en particulier, d'où la pertinence de l'ordre du jour. Nous allons dans un premier temps voir la vie du parti à Bamako, c'est-à-dire nous avons 6 sections correspondant aux 6 communes, donc nous allons passer en revue comment se porte le parti dans chacune de ces sections du district de Bamako. Le deuxième point sera consacré à la stratégie électorale. Comme vous savez, nous sommes dans une période électorale. Le parti s'est préparé depuis un certain temps à aller aux élections. Si d'ordinaire, la revue des troupes pour l'élaboration d'une stratégie électorale nationale reste une activité propre au parti, sur l'ensemble du pays, le cas du district de Bamako reste particulier, d'où cet appel du président du parti à l'endroit des 6 secrétaires généraux des sections de Bamako. Et en premier lieu, nous demandons aux camarades du district de Bamako d'être les pionniers dans la bataille qui va s'engager. C'est ça que je voulais vous demander en tant que ressortissant du district de Bamako. Dans la bataille électorale qui va s'engager, il faut que vous soyez en première ligne. Être en première ligne, c'est quoi? Il faut une campagne de proximité. Il faut un engagement total de vous-même et de tout ce qui veut nous soutenir dans ces élections. Il faut une campagne de proximité, mais il faut également beaucoup de courage. Après l'examen et l'adoption des rapports d'activité des 6 sections, les participants ont élaboré la stratégie électorale propre au district de Bamako. Les travaux se sont achevés par la rédaction d'une résolution générale. Tous derrière Modibo Sidibé pour l'élection du 28 juillet prochain, c'est le mot d'ordre des jeunes de forces alternatives pour le renouveau et l'émergence. Les jeunes de Phare Ankawili ont lancé ce matin les activités de leur mouvement. Bourama Traoré était présent. Toutes nos excuses pour la qualité défectueuse de cet élément qui n'a d'ailleurs pas de son, et nous espérons être à mesure de vous proposer le reportage de Bourama Traoré. Restaurer un climat de paix et de cohésion sociale avant, pendant et après les élections, c'est l'esprit affiché par le groupe Benso. L'association vient d'organiser une conférence débat pour informer la population sur la liste électorale biométrique et la carte Nina. À travers cette activité, le groupe Benso entend élever le taux de participation aux élections à venir. Agali Agissa. La participation massive des citoyens au vote est l'un des défis à relever pour réussir l'organisation d'une élection crédible. C'est à cet exercice que se livrent les membres du groupe Benso en organisant cette conférence débat. Nous voulons dire aux femmes d'aller voter. Nous voulons dire aux femmes d'arrêter de prendre le sucre, de prendre les 3 pagnes, de prendre l'argent.
Nous voulons dire aux femmes qu'elles se sentent elles-mêmes actrices dans ce processus-là. Elles et leurs enfants. Si les enfants viennent après, je crois que les maris aussi vont nous suivre. Les débats ont porté sur les intérêts liés au retrait de la carte Nina au fichier biométrique. Nous avons eu à exposer sur le Nina comment l'acquérir, à quoi ça sert. Le Nina ne sert pas seulement qu'aux élections, ça peut servir dans les autres services de l'État, santé, éducation, permis de conduire, banque, ainsi de suite. On vous a donné un Nina avec des données erronées, c'est pour ne pas vous priver de votre droit de vote. Parce que ne peut voter que celui-là qui dispose de la carte Nina. En vous la retirant pour sous peine d'erreur là-dessus, vous ne pourrez même pas accéder au bureau de vote. Donc avec l'erreur, vous allez accéder au bureau de vote, vous allez exercer votre droit de vote, c'est après qu'on va faire la correction. Cette activité inscrite dans le cadre de l'éducation citoyenne donne le ton au programme d'activité du groupe Benso. Le forum des organisateurs de la société civile du Mali était face à la presse. Le forum a voulu présenter le cadre d'interpellation des candidats aux élections présidentielles de 2013. Ce cadre d'interpellation aura pour objectif de faciliter l'accès des citoyens au contenu des projets et programmes des candidats. Rachel Tessougué a suivi ce point de presse. À travers cette conférence de presse, le Forum des organisations de la société civile du Mali veut informer les citoyens sur l'ensemble du territoire de la tenue d'un cadre d'interpellation des candidats aux élections présidentielles de 2013. Cela en vue de pallier au manque d'information des électeurs sur les propositions de programme des personnes désirant briguer la magistrature suprême. L'enjeu de cette activité est de mettre en lumière les projets de société proposés par les candidats et de chercher à les engager sur des enjeux prioritaires des organisations de la société civile et des citoyens. En prélude au cadre d'interpellation des candidats aux élections présidentielles, plusieurs activités sont prévues par le Forum des organisations de la société civile. Nous avons prévu 4 activités. La première activité porte sur l'élaboration du profil du candidat idéal. La deuxième activité, c'est la mise en place du cadre de concertation de toutes les organisations qui travaillent dans le cadre de l'observation des élections. Et il reste l'interpellation des candidats déclarés à la présidence du Mali. Au terme de l'interpellation, un rapport dans lequel seront consignés les engagements et les principales issues des débats sera produit. Chose promise, chose due, nous sommes à mesure maintenant de revenir sur la conférence le lancement du mouvement des jeunes des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence. Les jeunes de Phare Ankawili ont lancé ce matin leur activité et c'était en présence de notre reporter Bourama Traoré. Les jeunes des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence se mobilisent. À quelques semaines de cette échéance, les jeunes du parti affûtent leurs armes. Nous plaçons notre engagement sous le signe de la détermination pour préparer l'avenir, l'autorité pour protéger chacun, l'impartialité pour renforcer la justice. C'est ce message que nous sommes venus vous délivrer et vous demander de vous mobiliser. Un message qui semble être bien reçu, comme en témoigne cette annonce des responsables des différentes sections de Phare Ankawili du district de Bamako et de Kati. Chacun d'eux s'est engagé à mobiliser au moins 10 000 voix pour les candidats du parti dans sa circonscription. Aussi difficile que puisse être le défi, nous sommes confiants qu'en notre intelligence collective et notre capacité à nous ressaisir pour un sursaut dès lors que notre avenir est menacé. Quant au président de Phare Ankawili, il dévoile certaines priorités du parti. En ligne de mire, la rénovation du système éducatif national et de la formation professionnelle. Le parti fait également la lutte contre le chômage des jeunes, son cheval de bataille. Des priorités parmi tant d'autres. Il est plus que temps de redonner à la jeunesse malienne toute la place qu'il doit revenir en son sein, car le renouveau de notre démocratie et de notre République se fondera nécessairement sur vous, jeunes du Mali, sur votre engagement désintéressé, sur votre sens de responsabilité, sur votre énergie et votre enthousiasme. C'est ma conviction, c'est le sens de mon combat et c'est le sens du combat qui anime notre candidat.
Pour réussir ce combat, les maîtres mots s'appellent désormais travail et unité, car le chemin qui mène à Koulouba est encore long et semé d'embûches. En 4e région, une réunion de cadre de concertation avec la classe politique et la société civile s'est déroulée. L'ordre du jour de la réunion portait sur le point des préparatifs de l'élection présidentielle de juillet 2013. Kandesila depuis Ségou. Après l'étape de validation des électeurs potentiels et les opérations de transfert, il s'agit à travers cette rencontre qui regroupe les autorités régionales, la classe politique, les responsables de la société civile et les cadres régionaux de faire le point du processus électoral dans la région de Ségou. Il ressort des présentations qu'à ce date, les travaux se sont bien déroulés dans l'ensemble. Sur les 7 cercles de la région, 3 cercles ont déjà déposé leur tableau rectificatif. Au niveau de Ségou, du cercle de Ségou, nous avons enregistré 14 832, disons, transferts pour l'ensemble du cercle et 2454 radiations. Concernant le cercle de Nono, pour les transferts, nous avons enregistré 1013, disons, transferts et 1357 radiations. Et le cercle de Baraouli, il y a eu 353 transferts et les radiations au nombre de 551. Maintenant, on n'a pas pour le moment le chiffre concernant les autres cercles que nous attendons d'un moment à l'autre. Un autre point qui a fait objet de débat est relatif au déroulement des opérations de remise des cartes NINA. Des questions-réponses auront permis de dissiper plusieurs malentendus ou sous-informations. L'accord préliminaire de Ouagadougou offre de la flexibilité à l'armée malienne pour concrétiser son retour à Kidal. Cette déclaration a été faite cet après-midi par le conseiller technique chargé des opérations militaires. Le colonel Abdrahman Babi donnait ainsi le point de vue des forces armées du Mali et c'était lors d'un point de presse sur l'accord intervenu le 18 juin dernier au Burkina Faso. Mamari connaît. Du cantonnement des grosses armées au redéploiement des forces de sécurité dans la région de Kidal, en passant par l'insertion socio-économique des ex-combattants, aucun aspect militaire de l'accord préliminaire de Ouagadougou n'a été occulté. D'entrée de jeu, le conférencier dira que l'accord préserve les intérêts de notre pays. C'est un document qui offre de la flexibilité pour l'armée pour concrétiser certaines modalités de retour des forces armées et de sécurité. Et nous employons à faire cela et l'armée va vraiment respecter ses engagements. Il est extrêmement important quand même qu'on comprenne que ce document, l'accord préliminaire dit bien que les forces armées et de sécurité du Mali seront à Kidal. Donc aujourd'hui, nous n'avons rien de douter de cela et au contraire, nous pensons que les travaux techniques sont en cours pour aller vers cela le plus vite possible. La première étape du désarmement constitue, selon le conférencier, le cantonnement des grosses armées. La commission technique mixte de sécurité qui prévoit l'accord travaille déjà sur les modalités de sa mise en œuvre. Pour permettre déjà de mettre les groupes armés, les combattants dans un endroit et ensuite d'avoir quand même le contrôle sur certains moyens majeurs, les armes lourdes, certains moyens de transport, etc., etc. Donc il y a vraiment des aspects à définir pour que ce cantonnement offre un environnement mieux sécurisé et éviter effectivement qu'il n'y ait de heurts, ce qui est vraiment la forte volonté politique de nos hautes autorités ainsi que de la communauté internationale. Comme il fallait s'y attendre, le sort réservé aux ex-combattants a été évoqué. Là-dessus, l'accord est clair. Il est prévu dans l'accord que certains des anciens combattants bénéficient d'une réinsertion socio-économique. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y aura pas de réintégration. L'accord préliminaire du 18 juin ne dit aucunement, il n'y a aucune prévision pour une réintégration. Selon le conférencier, l'accord préliminaire du 18 juin dernier devrait donner des éléments d'appréciation au Conseil de sécurité de l'ONU en vue du déploiement des forces de la MINUSMA au Mali à compter du 1er juillet prochain.
Quelques jours seulement après la signature de l'accord de Ouagadougou sur la crise malienne, et comme il fallait s'y attendre, la population de Gao se prononce. Elle accepte l'accord à condition qu'il soit respecté de tous et expliqué largement pour tout le monde. Et cette population interpelle le gouvernement par rapport à une quelconque amnistie accordée aux groupes armés. Daouda Zoumana Traoré et son équipe de l'ORTM Gao. Dans l'ensemble, la population de Gao a bien accueilli cet accord de Ouagadougou, un accord qui met fin à la crise malienne. Maintenant, les gens n'aspirent qu'à la paix, rien que la paix. On est très content de ça, vraiment, c'est très bien. On veut la paix, vraiment, on est fatigué avec les guerres là, on ne veut plus la guerre, on veut la paix maintenant. Nous sommes très contents que nous puissions unir notre pays par le dialogue, vraiment c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. On est très content de l'accord parce que maintenant, là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes à l'aise, on est très content de ça. Mais bon nombre de citoyens voudraient que les pouvoirs publics s'engagent au suivi et à la restitution approfondie des textes régissant cet accord. Cela va permettre l'implication des uns et des autres. L'accord doit être diffusé pour que tout Malien sache ce qui a été signé au niveau de Ouaga. Et nous avons eu écho des points essentiels comme la rentrée de l'armée à Kidal et l'organisation des élections. Je disais, il y a des points sur lesquels nous aimerions être mieux édifiés, comme par exemple de ce qu'il en est par rapport à l'amnistie demandée dans un premier temps par les groupes armés. Parce que c'est des gens qui ont, il faut les reconnaître, ils ont fait des crimes. Et ces crimes ne peuvent pas être impunis. Et si aujourd'hui le gouvernement malien se hasarde à accorder l'amnistie à ces gens-là, nous qui étions là, on les a vus à l'œuvre. Mais est-ce que la population est prête à pardonner ces gens-là? Ça, c'est notre problème aussi. Il faut que ce soit des accords crédibles et qui portent bonheur à tout notre pays, quoi. Tu vois, il ne faut pas que ce soit les accords d'avant. On a connu beaucoup des accords passés qui n'ont rien abouti, quoi. En tout état de cause, l'essentiel de cet accord ne doit pas être l'élection présidentielle. Il doit aller au-delà. Mais aujourd'hui, il ne faut pas que ce soit un accord parce qu'on veut faire les présidentielles et qu'après, ça serait saboté. Vraiment, nous ne sommes pas pour. Sinon, vraiment, nous désirons la paix. Et nous souhaitons que ce ne soit pas l'accord de l'Algérie, la fois passée d'Alger et de Tamaracet, qui n'ont rien abouti. Mais je crois que cette fois-ci, on pensait que c'est le meilleur accord. Parce que dans une proverbe soreille, on dit cette fois-ci, c'est un accord définitif qui serait là cette fois-ci, c'est sûr. Et ça ne se reprend plus encore. Oui. Parce qu'ils ont vu, ils ont regretté, tout le monde a vu, tout le monde a regretté. Parce qu'il ne faut pas qu'on arrive à faire des accords qui vont nous amener encore à une autre chute. Donc c'est ce que nous craignons. Sinon faire un accord n'est pas le problème, mais faire un accord de paix définitive. Parce qu'il ne faut pas que chaque fois que des personnes se rebellent et maintenant on leur donne la plus grande partie de ce pays-là. Parce que ces gens-là, c'est mes propres parents, mais à vrai dire, vraiment, c'est eux qui ont amené tout ça. La région de Tombouctou, elle aussi, est concernée par l'accord qui vient d'être signé à Ouagadougou. Adama Djimde a promené son micro et les Tombouctiens réagissent. Une fois de plus, le Mali nous a évité une guerre. Et je pense qu'il est temps que ce soit le MNLA ou le EMIA qu'ils abandonnent tout ça et qu'ils reviennent avec les frères, les sœurs pour que nous bâtissons le Mali, ce Mali qui nous est cher, que nous aimons tous. Je suis heureux quand je constate que mon pays évite une guerre, parce qu'une guerre, ce n'est jamais une bonne chose. Mais si les accords sont signés, nous continuons à dire que nous ne devons en aucun cas accepter qu'il y ait une prime pour l'impunité. Nous sommes d'accord à nous réconcilier, mais l'impunité doit être sévèrement punie. Je suis très content de ces accords de Ouagadougou parce que vraiment c'est une épine vraiment qui est enlevée pour nous les populations, les citoyens, les paisibles citoyens qui ont vraiment traversé des moments durs. Vraiment c'était vraiment un soulagement, un ouf pour vraiment les populations paisibles du Nord. Rien ne vaut la paix. On a subi beaucoup de souffrances pendant l'occupation. Beaucoup de souffrances. On est vraiment fiers, on est vraiment contents. Mais une chose est certaine,
Cette affaire, il ne faut pas la laisser intacte. Ce que nous voyons là-dedans. Nous avons vu des accords signés en Algérie. Combien de fois? Il faut que l'État se prépare et voir comment la situation va se dérouler après cela. Nous connaissons, nous tous, on se connaît, nous sommes tous des Maliens. Mais ce que nous voyons là-dedans, il faut absolument de serrer la ceinture, de voir l'après cette guerre, comment il faut faire, comment il faut gérer. Il faut les gérer correctement. Les trois régions du Nord, la souffrance que nous avons vue, nous ne voulons pas retourner là-dedans. Nous ne voulons pas le revoir après. Il faut tout faire pour éviter tout cela. De Tombouctou, revenons ici à Bamako, où les responsables du collectif des patriotes, COPA, ont eux aussi donné leur position par rapport à l'accord préliminaire de Ouagadougou. Une position affichée devant les hommes de médias. Nando Dambélé faisait partie de ces hommes de médias. Les responsables du collectif des patriotes ont exprimé leur adhésion inconditionnelle à l'accord de Ouagadougou pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que le Mali a retrouvé son intégrité totale. Deuxièmement, l'armée malienne sera à Kidal. Troisièmement, le Mali va rester un pays laïque, contrairement à ce que certains islamistes l'avaient préconisé, et les élections se dérouleront sur toute l'étendue du territoire national. Visiblement très satisfait de cet accord, le collectif des patriotes le qualifie de victoire pour les autorités de transition et donc du peuple malien. Nous pensons que cet accord, qui est à un stade préliminaire, est une grande victoire pour le Mali et nous demandons à l'ensemble du peuple malien d'adhérer parfaitement à ces accords-là. Concernant la légitimité et la pertinence de l'accord de Ouagadougou, le conférencier du jour répond. L'accord va être définitif et ce sera avec l'élection du nouveau président de la République qui aura en charge maintenant de négocier avec l'ensemble des communautés. Les responsables ont passé au peigne fin tous les articles de l'accord devant les hommes des médias afin de lever tout équivoque pouvant conduire à une mauvaise interprétation de cet accord. L'actualité sur un tout autre plan. En 5e région, l'état d'avancement des travaux de construction du barrage Seuil de Djenné est estimé aujourd'hui à 22%. Le ministre de l'Agriculture, Baba Berté, en a fait le constat lors d'une visite effectuée sur le chantier. Yacouba Meiga. Les travaux de construction du barrage Seuil de Djenné, visités par le ministre de l'Agriculture, ont repris depuis le 15 avril dernier, après une interruption d'un peu plus d'une année suite à la crise sécuritaire et institutionnelle qu'a connue notre pays. L'état d'avancement physique du chantier est estimé de nos jours à un peu plus de 22% pour un délai consommé de 28% compte tenu de l'arrêt des travaux. Pour cette phase du PDI-BS, 14 000 hectares seront aménagés en submersion contrôlée et 1000 hectares en maîtrise totale. Et les travaux concernant les 7000 hectares ont déjà démarré sur le financement de la Banque islamique de développement ainsi que les voies d'accès pour joindre la ville de Djenné. Sur le terrain, les activités se poursuivent normalement avec l'approvisionnement du chantier en agrégat, à savoir le concassage, le criblage, le transport et le stockage des graviers, l'exécution des travaux de fondation de la passe à poissons et de la brèche aval de la fondation du barrage, ainsi que l'aménagement des voies d'accès pour le transport du béton, entre autres. Si on allait très vite, il y a de fortes chances que dans les 2-3 ans, nous ayons quelque chose vraiment de définitif. Aux entreprises qui sont chargées de l'exécution des différents lots, et je voudrais leur demander d'être très rigoureux par rapport à l'agenda et les délais d'exécution. Le ministre de l'Agriculture a aussi réitéré aux populations bénéficiaires qu'il a rencontrées sur place l'engagement du gouvernement à tout mettre en œuvre pour la réalisation rapide des aménagements hydro-agricoles et la réinstallation des populations affectées par le seuil en conformité avec le plan de gestion environnementale et sociale. Le Mali, à l'instar des autres États membres de l'Union africaine, fêtera demain, 23 juin, le 19e anniversaire de la Journée africaine de l'administration et du service public. Le thème retenu cette année est un service public performant à l'heure du gouvernement ouvert pour mieux répondre aux exigences du citoyen. Le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, au micro de Hadidjatou Akone.
Ce 19e anniversaire marque pour notre administration et notre fonction publique en particulier une étape importante. En effet, après l'adoption de la charte par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba le 31 janvier 2011, notre pays, fidèle à sa vocation panafricaniste, a adopté en Conseil des ministres du 24 avril 2013 le projet de loi de ratification de la dite charte que l'Assemblée nationale vient de voter à l'unanimité le 20 juin 2013. En adoptant cette charte, notre pays réaffirme son engagement à en appliquer les principes dans son administration. Quels sont ces principes? C'est d'abord et avant tout l'égalité des usagers devant le service public et l'administration. La prohibition de toute forme de discrimination basée sur l'origine, l'ethnie, le sexe, le handicap, la religion, l'opinion politique ou l'appartenance syndicale. Le corollaire de ce principe, c'est l'adoption par les agents publics d'un code de conduite basé sur le professionnalisme, la transparence, l'impartialité, la courtoisie, l'intégrité et la neutralité dans les relations avec les usagers. En particulier, ils ne doivent en aucun cas se servir de leur fonction à des fins personnelles, car on ne cessera jamais de le répéter, cela se nomme la corruption. Les agents publics ont aussi des droits, notamment à l'égalité de traitement, à la liberté d'expression et d'association, à la protection contre toute forme de menace, d'insulte ou de harcèlement. Leur recrutement doit être basé sur les principes de mérite, d'égalité de chance et de non-discrimination. L'accès aux emplois administratifs supérieurs doit obéir aux principes de concurrence, de mérite, d'équité et de transparence. En d'autres termes, nous devons bannir le népotisme et le clientélisme dans l'accès aux postes de responsabilité. Chers compatriotes, voilà ce à quoi nous nous sommes engagés. Cela nécessite-t-il des bouleversements dans notre arsenal juridique? Point du tout. Car les textes fondateurs de notre service public contiennent tous ces principes. Il suffit de les appliquer. Cela requiert courage et lucidité. Courage pour faire comprendre à nos proches que la loi est faite pour tout le monde. Le ministre chargé de la fonction publique que je suis aujourd'hui en sait quelque chose. Il faut aussi de la lucidité pour bien comprendre que le népotisme, le clientélisme et la corruption sont pour beaucoup dans la crise qu'a connue notre pays. La célébration de la Journée africaine du service public doit nous permettre de jeter un regard rétrospectif sur nos réalisations, mais aussi nos errements. Elle doit nous inciter à mener la réflexion sur la fonction publique de demain, à agir promptement afin que nos comportements soient en adéquation avec les principes contenus dans notre législation. Il nous faut agir vite afin de parvenir au nécessaire réarmement moral de l'agent public, afin qu'il réponde au mieux aux attentes de l'usager client. Voilà, c'était donc là le ministre de la fonction publique du travail. Projet de renforcement de la résilience des groupes de femmes productrices et de communautés vulnérables au changement climatique. C'est un projet qui va démarrer bientôt dans certaines régions. Le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, en partenariat avec l'Agence pour l'environnement et le développement durable, a lancé une étude en vue du démarrage de ce projet. Fatoumata Kone, compte rendu. Près de 2,5 milliards de francs CFA, c'est la somme qui sera injectée dans l'amélioration des conditions de travail des femmes en milieu rural. Un projet initié par le ministère de l'Environnement à travers l'Agence pour l'environnement et le développement durable. Le projet, qui durera 5 ans, permettra de développer l'agropastoral tout en respectant les normes environnementales.
Il est axé sur 2 composantes prioritaires dans les régions de Kaï, Koulikoro et Sigasso. Les composantes du projet sont la lutte contre les pénuries d'eau, la génération des revenus auprès des femmes au niveau local et aussi la promotion de tout ce qui rentre dans le cadre du développement durable en termes de dégradation de terre. Les femmes sont parmi les plus vulnérables aux impacts des changements climatiques. En raison de leur accès limité aux ressources naturelles, les perturbations d'ordre climatique sont donc de nature à accroître leur fardeau. C'est pourquoi le Mali entend mettre en œuvre le présent projet intitulé « Renforcement de la résilience des groupes de femmes productrices et de communautés vulnérables au changement climatique ». Ce projet s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique du gouvernement adoptée depuis 2011. Il va être l'une des composantes de la politique d'adaptation au changement climatique. Cette politique est soutenue par le Fonds pour l'environnement mondial. Cela à travers le PNUD dans notre pays. L'ONG Association du Centre sahélien de prestation d'études d'éco-développement et démocratie vient de lancer officiellement à Djidjeni, c'est dans le cercle de Kolokani, les activités du projet. Un projet qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de résistance de 2500 ménages vulnérables des communes de Sabala et Djidjeni. Ousmane Koïta. Prévu pour une durée de 12 mois, le présent projet œuvrera dans plusieurs domaines, à savoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la gestion des urgences, la décentralisation et le renforcement organisationnel des collectivités et organisations communautaires de base. Le projet touchera 16 villages des communes de Sabala et Djidjeni. Le projet apportera un appui direct aux ménages cibles en apportant des intrants agricoles de base et les encadrer techniquement à mettre en place des jardins de cases, une association de cultures vivrières composée de manioc, arachide et maïs et de cultures maraîchères exotiques locales. CRS Mali et ses partenaires, FAO et CSPIDA, parmi tant d'autres, conjuguent leurs efforts pour aider les communautés les plus vulnérables à développer leur capacité de résistance aux crises alimentaires dans les zones rurales des régions de Mopti, Koulikoro et Kaï. Les bénéficiaires du projet seront soumis à des critères de ciblage définis par le document du projet de la FAO. La priorité a été accordée aux ménages dont le chef de ménage est femme, dont un ou plusieurs membres actifs sont incapables de travailler au champ, dont un enfant est victime de malnutrition aiguë ou en cours de traitement contre la malnutrition aiguë. La journée du lancement du projet a été mise à profit pour faire la remise officielle aux bénéficiaires. L'ONG CSPIDA est créée en 2010. Il intervient en Narabanaba et Kolokani dans la région de Koulikoro et Djema Nyuro en première région. Le centre hospitalier universitaire Centre national d'odontostomatologie a tenu sa 4e session extraordinaire. La validation du projet d'établissement pour les 5 années à venir et l'adoption du manuel de procédure de la structure étaient les principaux points inscrits à l'ordre du jour. Cheikh Oumar Sangaré. Cette 4e session extraordinaire du Centre national d'odontostomatologie est une recommandation de la 34e session ordinaire tenue en décembre dernier. Les administrateurs ont procédé essentiellement à l'examen et l'adoption de 2 documents. Il s'agit du projet d'établissement 2013-2017 et du manuel de procédure. Ces documents visent à améliorer la qualité des prestations du service. Le projet d'établissement qui est la feuille de route pour les 5 années à venir, c'est-à-dire qu'est-ce que le centre va faire en termes d'investissement, en termes de personnel, en termes d'activité. Tout ce qui est faisable dans le centre dans les 5 années à venir est consigné dans le projet d'établissement. Obligation est faite aux structures, aux EPH justement d'élaborer ce projet d'établissement et le nôtre a été validé pendant cette session. Ajouter à cela aussi la validation justement du manuel de procédure. Là, il s'agit de définir succinctement qui fera quoi, quand et comment. Les coupures intempestives d'électricité et la vétusté du plateau technique sont entre autres difficultés que les SENOS connaissent. Cependant, le bon climat social et la détermination du personnel permettent à la structure de faire face aux défis de l'heure. On a quand même le calme social, c'est déjà très important. Les travailleurs sont assidus, ça aussi c'est très important, parce que bon an, mal an, nous prenons entre 100 et 200 patients par jour.
Sur les recommandations du conseil d'administration, le centre hospitalier universitaire d'odontostomatologie a désormais un bulletin d'information trimestriel qui se nomme Dadimi Kibarou. Sécurité des populations du district de Bamako. Hier, les noctambules ont eu à faire face à une grande patrouille menée par plus de 300 hommes de la police, de la gendarmerie et de la garde nationale. Des interpellations ont été enregistrées et notre reporter Garibou Perou a fait le noctambule rien que pour suivre cette patrouille et ce que sa caméra a vu, il la partage. Suivez. La police, la gendarmerie et la garde nationale, 3 corps, une mission. Endiguer le banditisme à Bamako, c'est ce qui explique cette patrouille mixte de grande envergure. Elle est coordonnée par 4 commissaires. Pendant que nous sommes à Amdala Assey, dans le secteur 2, comprenant la commune 2 et 3, le commissaire reçoit un appel qui annonce qu'une remorque s'est renversée. Pas de perte en vie humaine, mais un important dégât matériel. Tout de suite, nous allons placer les éléments pour pouvoir quand même faciliter le passage aux usagers, pour ne pas que la voie ne soit obstruée. Les patrouilles avaient réduit les cas de banditisme à Bamako. Depuis un certain temps, la situation s'est dégradée miraculeusement. Ces patrouilles qu'on voit ce soir, c'est une très bonne chose, mais il ne faut pas que ça soit seulement des patrouilles temporaires. Il faut que ça continue, il faut que ce soit des actions pérennisées. Une telle patrouille pour ceux qui travaillent la nuit rassure. Les patrouilleurs doivent multiplier des initiatives et être soutenus dans leurs actions. La patrouille que la police et la gendarmerie sont en train d'organiser maintenant, c'est une très bonne chose. Chaque fois, il y a eu des attaques, mais on ne sait même pas où aller. Ça a eu maintenant d'augmenter maintenant les patrouilles. Certes, mettre en déroute les stratégies des bandits est essentiel, mais pour les citoyens avertis, il est bon de se demander qui sont ces bandits, où sont-ils, comment opèrent-ils avant toute descente dans la ville. Il faut contrôler toute personne qui a une voiture, n'importe quelle voiture, il faut le fouiller normal. Parce que tu dois les voitures, tu les délances dedans, tu ne sais pas. Nous sommes précisément à Bako du Kourouni, au niveau de ce qu'on appelle les magarets, qui servent souvent d'abri aux bandits quand ils commettent leur forfait en ville. Ils passent dans cette forêt de magarets-là pour cacher leur butin et souvent même ils traversent le fleuve. La patrouille mixte de grande envergure, en plus du calme sécuritaire qu'elle favorise dans la capitale, totalise une centaine d'interpellations et permet à l'économie nationale de se porter mieux. Garibou Perou, un nouveau membre pour la communauté littéraire nationale, il s'appelle Dr Daouda Silla. Il vient de lancer aujourd'hui son livre intitulé Tamba, l'enfant du village, un roman autobiographie. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et en présence de notre reporter Mamourou Sidibé. Le livre qui vient d'être lancé est un roman autobiographique de 300 pages du docteur Daouda Silla, un ancien haut cadre. Un tel événement est incontestablement l'une des occasions de retrouvailles des intellectuels. C'est pourquoi le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, dira que ce lancement est pour lui une école. Vous comprendrez bien qu'en présence de ces célébrités, de ces sommités, mon rôle n'est pas de parler, mais d'apprendre. Je préfère apprendre. En parcourant Tamba, l'enfant du village, le lecteur s'aperçoit que le livre est un récit de vie qui est source d'histoire. Un livre agréable au style très sobre. Je pense que l'un des problèmes de notre pays, à mon avis, c'est la question des modèles. Et ce livre qui est autobiographique est un exemple de parcours, un exemple d'itinéraire. Je pense qu'il devrait pouvoir inspirer nos jeunes. Entendre les différents témoignages sur l'auteur, c'est un honneur et une fierté qui d'appartenir à cette génération. Le docteur Silla, qu'on découvre dans ses livres, a été tout au long de son parcours une référence. Ce qui fait de ce roman un bon compagnon pour la jeune génération. Il y a beaucoup d'écrivains ici qui écrivent, les gens ne lisent pas, c'est ce qui décourage les gens. Et lorsqu'on a un livre de cette valeur-là, qui apporte tant d'instructions, tant de leçons de vie, et qu'on soit presque sûr déjà que ça ne sera pas lu. C'est ceux qui sont ici n'ont pas lu le livre. Et il n'est pas certain qu'en quittant ici, ils vont le lire. Toute la vie du docteur Daouda Silla a été tournée vers l'excellence. Une chose est sûre, en juger à l'accueil réservé à ces livres, on peut dire que les portes de la communauté littéraire nationale lui sont désormais ouvertes.
Sport olympique, le comité national olympique et sportif du Mali a célébré ce matin la journée olympique 2013. 4 disciplines sportives ont participé à la fête. Le cyclisme, le handisport, le karaté et le taekwondo. Compte rendu de l'événement avec Papa Oumar Diop. La journée olympique est la date anniversaire de la création du CIO, le Comité international olympique. C'était le 23 juin 1894. Les comités nationaux olympiques ont toute la dernière semaine du mois de juin pour fêter l'événement. Et le Comité national olympique du Mali a choisi la date du samedi 22 juin pour l'édition 2013. Plus que la date, c'est l'esprit de cette journée olympique qui importe. Nous profitons de cette occasion de 2013 pour faire partager l'esprit olympique à des individus de tous âges et de tous horizons, car la journée olympique s'adresse à tous, quelles que soient les compétences sportives des uns et des autres. Le Stade Ouaisin, qui a servi de cadre à la célébration 2013, a accueilli du beau monde et plusieurs disciplines sportives dont certaines participent pour la première fois et avec un grand bonheur à la journée olympique, tels les arts martiaux avec le karaté et le taekwondo. Les traditionnels participants que sont le handisport et le cyclisme étaient là et très bien représentés avec les meilleurs de chaque discipline. Et cette diversité justifie amplement le thème de la journée. Le thème retenu depuis plusieurs années est bouger pour apprendre, bouger pour comprendre et bouger pour découvrir que le sport nous assure le bonheur immense de l'association du bien-être physique, mental, moral et social. À l'heure des récompenses, le handisport ouvre le bal avec 11 prix. 3 chez les dames où c'est Mariam Koulibaly qui a dominé la course. 3 prix également chez les coureurs de masse avec domination de Amadou Koulibaly. Au niveau de l'élite, une belle fin de course, un sprint soutenu jusque dans l'avant-dernier virage permet à Siaka Diallo d'imposer sa classe. Chez les cyclistes, le roi du vélodrome est resté Oumar Sangaré, le champion en titre du Mali qui a bouclé le tour de piste en 30 secondes 36 centièmes. Comme lui, 9 autres sprinteurs ont eu droit à des cadeaux offerts par le Comité national olympique et sportif du Mali. Belle journée olympique. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information reprendra ses droits demain 13h avec Amara Diallo. Et quant à moi, je me ferai le plaisir d'être là pour l'édition de la soirée. Excellente nuit à tous et bon week-end.